Voilà, bah écoutez, bonjour à tous. Donc on va débuter, il est 11h03. Voilà, je vois qu'il y a encore des connexions, mais effectivement, tout le monde a des impératifs, j'imagine. Donc on va essayer, on va commencer notre webinaire sur donc le sujet de la non-discrimination à l'embauche. Voilà, qui n'est pas une affaire que des RH, mais qui est aussi une affaire des managers. Et donc l'idée, effectivement, c'est de vous apporter quelques réflexions, quelques pratiques sur lesquelles vous pouvez vous benchmarker par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui dans le cadre de vos recrutements. Voilà, donc moi je suis Anne Pomès, je suis responsable de l'activité recrutement et approche directe au sein du cabinet Actiforce. Voilà, donc je vais effectivement dérouler mon animation. N'hésitez pas à poser des questions, je vais tâcher d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, où je laisserai un petit temps d'échange à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Écoutez, bienvenue donc à tous. J'espère que tout le monde voit l'écran et que tout le monde a accès au PowerPoint. Donc, alors, qui est Actiforce? Très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de fond du webinaire, mais quand même que vous sachiez qui nous sommes. Nous sommes un cabinet de conseil RH qui a plus de 30 ans d'existence et voilà, nous sommes effectivement une structure du groupe Orcom, Orcom étant un cabinet à la fois orienté sur du conseil, sur de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Voilà, donc Actiforce, c'est 43 collaborateurs. Nous animons à la fois des missions de recrutement, des formations et nous faisons de l'accompagnement également de salariés. Notre implantation, alors comme vous le voyez, région centre, Île-de-France, Aquitaine, et puis effectivement un positionnement également sur la partie Est. Voilà, vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site internet quoi qu'il arrive. Voilà, si vous souhaitez avoir plus de détails sur notre activité. Nos métiers, nous avons 5 activités aujourd'hui, donc le recrutement et l'approche directe que je représente. La partie audit, conseil et coaching, la partie formation, donc intra- et inter-entreprise, l'accompagnement des carrières et des transitions, et la gestion de la paie. Voilà, donc nous accompagnons tout type d'entreprise, que ce soit de la PME, au groupe, aux collectivités, dans le cadre de l'ensemble de des problématiques RH et de la vie de l'entreprise au niveau RH, de l'entrée du collaborateur jusqu'à effectivement sa transition, et sur l'aspect plus technique de la gestion de la paie. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous sommes référencés Datadoc depuis maintenant 2017 et que nous sommes en cours de certification ISO, au même titre que le groupe Orcom, qui lui est certifié maintenant depuis de nombreuses années. Donc voilà, nous devrions être certifiés en été 2019. Alors, nous allons donc débuter effectivement le fond du sujet. Donc, le fond du sujet. Alors, la discrimination, effectivement, c'est un sujet vivement d'actualité, j'y reviendrai. C'est quoi la discrimination? C'est le rejet ou la préférence d'un individu par rapport à un critère qui est défini par la loi, qu'on reverra un petit peu ultérieurement. C'est également un acte qui est passible effectivement de sanctions. D'où l'importance effectivement dans le cadre des entreprises, que ce soit au niveau des RH et des managers, d'être vraiment sensibilisés à ce sujet-là, mais également des collaborateurs. Hein, parce que ce n'est pas l'affaire uniquement des recruteurs, même si l'objet aujourd'hui est plutôt le recrutement. Alors, il y a beaucoup d'inconscient dans cette notion. Alors, voilà, c'est cadré dans la loi, donc effectivement, il y a quelque chose de très fixé. Néanmoins, dans l'attitude et les habitudes et l'éducation et l'inconscient, la discrimination est effectivement dans notre entourage assez présente. Je vous ai illustré quelques publicités que vous avez dû voir, peut-être passer à un moment donné sur les écrans. Par exemple, voilà, où on voit que voilà, Julien, il est plutôt sur la partie informatique, digitale, alors que Laura est une femme et plutôt sur la partie littéraire. Donc voilà, donc c'est quelques stéréotypes sur lesquels il faut faire attention, sur lesquels on est finalement un peu imprégné, même si aujourd'hui on essaie de casser vraiment effectivement ces idées reçues-là.
ça reste présent. Donc, c'est pour ça que se questionner a une réelle importance aujourd'hui dans l'acte de recrutement, de faire fi de ces stéréotypes. Autre stéréotype qu'on a pu voir effectivement dans le cadre de publicité, c'est voilà, publicité, voilà, pour une banque qui faisait effectivement, qui a diffusé ces images-là, donc des petites filles qui aiment le rose, qui sont souriantes, qui sont gracieuses. Donc voilà, effectivement, un peu cliché aussi sur cet élément-là. Et puis les garçons qui, eux, voilà, sont forts, sont bagarreurs, sont courageux, ils aiment se confronter aux autres. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a quelques clichés qui font que dans le recrutement, être toujours objectif et faire fi de ces éléments de discrimination, ben, c'est pas simple, c'est pas une donnée simple. Et on peut toujours se poser des questions de savoir si on fait bien, hein, si on est vraiment dans la loi, si on respecte ces éléments-là et qu'on se concentre vraiment sur le recrutement et les compétences plutôt que peut-être les stéréotypes qu'on a en tête. Donc, ce que je vous disais, c'est pas que l'affaire des RH. Souvent, effectivement, on se dit, bah voilà, c'est les RH qui sont garants de la non-discrimination à l'embauche. Mais dans les recrutements, il n'y a pas que les RH, il y a aussi les managers qui recrutent, qui ont un acte fort dans le recrutement, puisque c'est eux qui décident d'intégrer ou pas un collaborateur par rapport effectivement à des compétences, mais aussi une personnalité et aux valeurs de l'entreprise. Et donc, effectivement, par rapport à ça, c'est un enjeu économique important. On le voit aujourd'hui, et législatif, on le voit aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles directives du gouvernement, mais il va être nommé et lancé ce qu'on appelle la BADI, hein, donc la brigade anti-discrimination. Donc c'est nouveau, ça a été annoncé en avril. Donc c'est vraiment un sujet qui tient à cœur aujourd'hui, on va dire, notre société et le gouvernement. Donc ça va être une plateforme en fait d'alerte qui va permettre de mettre en relation les victimes avec les acteurs de la lutte anti-discrimination pour faciliter effectivement la fluidité, le traitement et enrayer effectivement ces mouvements discriminatoires qu'on peut, alors qui ne sont pas liés qu'au recrutement, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est vrai que légalement, c'est un sujet qui est d'actualité depuis les années 90, si vous vous souvenez de la loi Aubry. Bon, voilà, des sujets qui ont été mis sur la table sur voilà, l'astrologie, la graphologie, c'est plus du tout d'actualité, c'est légiféré. Donc effectivement, c'est de tout temps et de toutes les années, effectivement, ce sont des sujets qu'on met sur la table. C'est aussi un sujet d'évolution technologique important parce que il y a beaucoup de communication sur ce sujet qui peut valoriser une entreprise. Hein, voilà, parce qu'elle est active, qu'elle a effectivement une charte, qu'elle communique dessus. Donc, ça peut être un élément d'attractivité important, on parle de marque employeur, donc ça peut avoir un poids très positif et au contraire, effectivement, les candidats sont très sensibles à une entreprise qui montre ces valeurs-là. Mais ça peut être aussi très destructeur, on parle de la e-réputation, où effectivement des candidats potentiels qui sont passés en entretien dans votre entreprise ou des collaborateurs peuvent communiquer des informations parfois un peu destructives sur l'image d'une entreprise. Donc voilà, la technologie a aussi facilité cette communication-là, favorable ou défavorablement. Voilà, donc c'est vraiment effectivement l'affaire de tous, et vous l'avez sûrement noté, mais je le rappelle, en janvier 2017, avec la loi sur l'égalité et la citoyenneté, il y a un décret qui précise que toutes les entreprises employant au moins 300 salariés sont obligées de former leurs recruteurs tous les 5 ans, au moins tous les 5 ans. Alors on dit les recruteurs, c'est pas
c'est pas tellement très précis sur ce qu'on entend par les recruteurs. Alors bien sûr, il y a toutes les entreprises, cabinets de recrutement comme nous, mais aussi les agences d'intérim, etc. Mais les entreprises, les recruteurs, c'est assez large finalement. Donc on dit les RH, les opérationnels, les managers, les dirigeants. Oui, ça implique effectivement l'ensemble des acteurs du recrutement. Mais on se dit pourquoi les entreprises au moins 300 salariés. Finalement, pour moi, il faut sensibiliser toutes les entreprises. Alors, effectivement, il y a une obligation, voilà, on légifère pour donner un cadre, mais il faut se sensibiliser, effectivement l'ensemble des entreprises sur ce sujet. Alors, le cadre légal. Le cadre légal a reconnu 25 critères. Alors, ces 25 critères, je vais les défiler. Voilà. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail, vous n'hésitez pas à me poser des questions si ce n'est pas clair pour vous. Vous allez voir que sur les 25 critères, ça ne concerne pas que l'emploi. Ça a été élargi, les 25 critères, pour aussi répondre à des éléments discriminants sur les biens, les services, le logement et l'éducation. Donc voilà, donc tout est pallié effectivement aux critères de recrutement. J'ai mis en vert les critères qui sont les plus appropriés et les plus souvent discriminés dans le cadre de recrutement. Donc l'origine, le sexe, voilà, tout ce qui est mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, donc ça c'est une notion nouvelle, l'âge, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, la particularité, la vulnérabilité pardon, par rapport à une situation économique, l'apparence ou la non-apparence à une ethnie, à une nation, également effectivement à une race, les opinions politiques, l'activité syndicale et mutualiste, les convictions religieuses, les apparences physiques, le nom de famille, le lieu de résidence, la domiciliation bancaire, donc là c'est moins lié effectivement au recrutement, son état de santé, la perte d'autonomie, le handicap et la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français. Voilà, donc vous voyez effectivement c'est très très large, il y a énormément de critères. Certains vont vous parler, d'autres un peu moins. Voilà, on va se focaliser plutôt sur les critères liés au recrutement et les critères simples que j'ai mis effectivement en vert. Alors, l'approche juridique. L'approche juridique, elle est double. Elle est à la fois pénale, voilà, où effectivement, un collaborateur, un candidat peut porter plainte effectivement au pénal, avec des sanctions qui peuvent donner lieu à jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Il faut quand même le noter, hein, c'est pas négligeable, et 45 000 € d'amende. Voilà. Elle peut également être au niveau du Code du travail. Hein, donc, on peut aussi effectivement demander de solliciter le Conseil des prud'hommes, pour des dommages et intérêts par rapport au préjudice qui a été effectivement subi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le candidat ou la personne qui estime avoir fait l'objet de discrimination doit apporter des éléments de fait. Et c'est à l'entreprise d'apporter les preuves. Et c'est important parce qu'apporter les preuves, c'est pas simple. Quand on n'a pas un process de recrutement qui est effectivement clair pour tout le monde, hein, et que chacun n'a pas son process de son côté, avec une traçabilité qui n'est peut-être pas présente et qui permet d'aller chercher justement ses faits et ses preuves, enfin plutôt ses preuves. Donc ça nécessite effectivement de réfléchir sur son process de recrutement. Quels sont les éléments factuels qu'on pourrait mobiliser pour pouvoir prouver que nous n'avons pas, ou que l'entreprise n'a pas, ou que vous n'avez pas fait l'objet effectivement de discrimination dans le cadre d'embauche de candidats. Okay, donc posez-vous la question clairement si votre process interne
Les éléments que vous avez en votre possession et qui sont archivés peuvent être utiles ou non pour vous aider en cas effectivement de sollicitation juridique d'un candidat. Okay. Alors, il y a plusieurs types de discrimination. J'ai décidé de vous en présenter deux qui sont assez simples et qui peuvent être illustrés dans le cadre de recrutement, qui sont la discrimination directe. Alors, la discrimination directe, elle est assez simple, c'est je choisis volontairement de discriminer dans le cadre de mon recrutement. Donc, c'est un choix assumé, hein, voilà. Par exemple, de dire, dans le cadre de recrutement, je ne souhaite pas recruter une femme pour telle et telle raison. Voilà. Donc ça, c'est de la discrimination directe qui effectivement est passible de sanctions et qui est assez simple finalement à détecter pour les candidats également. Et il y a également ce qu'on appelle la discrimination indirecte et qui là est plus complexe parce qu'elle est neutre en apparence. C'est-à-dire que foncièrement, l'objet pour vous n'est pas de discriminer, mais il y a des contextes où effectivement la conséquence peut permettre une discrimination. Je vais vous donner un exemple, deux exemples. Premier exemple, voilà, sur un poste, vous choisissez de ne pas recruter de femmes pour une raison, c'est que vous n'avez pas, par exemple, de vestiaire dans votre entreprise pour accueillir des femmes. Il n'y a que des vestiaires d'hommes, et donc c'est compliqué, vous n'êtes pas équipé pour, donc voilà, vous choisissez de recruter plutôt un homme. Donc voilà, on peut dire que c'est un élément, une bonne raison. Toutefois, ça veut dire effectivement, donc c'est plutôt indirect, c'est plutôt neutre, c'est pas volontaire. Toutefois, c'est pas effectivement, c'est une discrimination quand même considérée comme indirecte et donc passible de sanctions. Parce que c'est à l'entreprise de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour ne pas discriminer. C'est-à-dire qu'elle doit soit mettre des aménagements de construction d'un nouveau vestiaire ou par exemple d'aménager des horaires entre les hommes et les femmes, etc. Donc, c'est vécu comme de la discrimination. Ça peut être aussi, par exemple, on va privilégier, dans le cadre de remplacement de congés d'été, les enfants des cadres d'une entreprise. Donc voilà, ce n'est pas une discrimination, sauf si, par exemple, dans le collège cadre de l'entreprise, les personnes d'origine étrangère ne sont pas représentées. Et donc là, indirectement, il y a une discrimination sur le fait que n'est pas représenté dans les personnes qui vont remplacer les collaborateurs pendant l'été une mixité entre des personnes d'origine étrangère et des personnes d'origine française. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination indirecte et qui est aussi passible de sanctions. Okay, donc posez-vous les questions effectivement sur votre process ou sollicitez vos RH pour avoir des précisions. Alors, il y a des points de vigilance à avoir, vous, en tant que recruteur. Les points de vigilance, c'est qu'il faut bien se connaître en tant que recruteur. Parce que entre vous, votre collègue ou un membre de votre équipe qui va également participer au recrutement parce que vous souhaitez effectivement que le futur candidat rencontre un membre de votre équipe, il faut leur poser la question, il faut qu'ils se connaissent en tant que recruteurs. C'est important parce que ça peut faire l'objet de discrimination si on ne connaît pas ses biais et si justement on n'est pas vigilant par rapport aux biais qu'on connaît de nous-mêmes. Hein, okay. Deuxième point, mais on y reviendra, c'est la partie analyse de poste, cahier des charges. Si elle n'est pas précise, si on ne sait pas ce qu'on cherche, si on n'a pas un objectif ou des objectifs lors de l'entretien, on risque de partir sur des éléments non factuels, des éléments discriminants et qui pourraient effectivement vous mettre en danger. Il y a bien sûr dans le process la partie communication-annonce. La discrimination se fait également dans le cadre du tri du CV, des CV, dans le processus des entretiens, dans les méthodes d'évaluation, dans le suivi des candidatures sur les réponses positives et négatives. Est-ce que je réponds à tout le monde? Est-ce que je réponds qu'à certains qui me semblent intéressants? Donc là, effectivement, on est dans des discriminations.
Il est aussi dans l'intégration. Il ne s'arrête pas que dans le process de recrutement, une fois qu'on a finalisé le contrat et que la personne a débuté au sein de l'entreprise. Et elle est également dans l'accueil du nouveau au sein de l'équipe. D'accord ? C'est pas que votre affaire à vous en tant que manager, c'est aussi aux collaborateurs, à votre équipe, à l'ensemble effectivement de l'entreprise. Donc c'est vraiment à tous les stades du recrutement, en amont, à l'intégration et également dans la vie du collaborateur dans l'entreprise, où il faut tout le temps être vigilant sur la partie discrimination. Est-ce que effectivement je me pose régulièrement des questions sur mes pratiques? Est-ce que je les remets en cause? Est-ce que effectivement je fais des rappels réguliers? Est-ce que je forme mes collaborateurs? Est-ce que je les sensibilise? Voilà, c'est pas qu'une fois, c'est voilà, c'est rabâcher, illustrer, s'exercer. Voilà, ça c'est important. L'objectif effectivement des méthodes de recrutement, c'est vraiment l'objectif de finalité. Légalement, c'est ce qu'on demande. L'objectif de finalité, c'est-à-dire d'opérer à une sélection par rapport et seulement par rapport à des compétences qui sont liées à un poste donné. Donc compétences, aptitudes par rapport au poste à pourvoir. C'est uniquement ça qui doit guider vos entretiens, qui doit guider votre process de recrutement dans sa globalité. Et également la pertinence des techniques que vous allez utiliser. Je prends l'exemple par exemple de tests, parce que dans des process, vous pouvez avoir effectivement à un moment donné des tests qui vont survenir dans le cadre de votre process de recrutement. Alors on se pose toujours la question des tests, est-ce qu'on a le droit, pas le droit, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est la légalité, la limite. Alors oui, pas de souci pour des tests psychotechniques, on peut en faire, du moment effectivement qu'ils soient validés par des psychologues du travail et qu'effectivement le candidat puisse avoir un retour sur les résultats de son test. D'accord ? Alors, à l'oral, à l'écrit, pas de préférence. C'est pas obligé de le donner effectivement à l'écrit, mais voilà, obligation de donner un retour. Test de culture générale, on est déjà moyennement dans la légalité. En gros, c'est pour quel objectif? Qu'est-ce que je dois valider? Qu'est-ce que ça va me donner comme réponse par rapport au cahier des charges que j'ai et aux compétences que doit avoir le candidat demain pour occuper son poste? Test d'orthographe, par exemple, ça peut valoir le coup, mais pour certains postes, pas pour tous les postes. Sur un poste d'assistante, effectivement, c'est important. Ça fait partie des compétences qui sont attendues. Donc oui, vous pouvez le faire. Par contre, sur un poste où ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas un critère de sélection principal avéré qui peuvent écarter une candidature, bah oui, on peut se poser la question du côté discriminant. Même chose, c'est un test. Il doit être en complément d'un process de recrutement d'entretien, par exemple. On ne peut pas dire je fais passer des tests à tous les candidats qui ont répondu et je vais rencontrer uniquement ceux qui ont plus de la moyenne sur tel ou tel test. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On fait passer les tests à tous les candidats qu'on aurait, par exemple, présélectionnés sur CV ou sur entretien téléphonique. Mais c'est pour tous les candidats. Ou effectivement, tous ceux qu'on choisit de rencontrer en entretien, on leur fait passer à l'ensemble les tests. Donc, c'est sur une catégorie de sélection pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Le process doit être égal à tous les candidats, effectivement, qui vont passer entre vos mains. Okay, il ne doit pas y avoir de discrimination sur ce point-là. Alors, si on revient sur vous en tant que recruteur, c'est vrai que c'est une approche un peu plus inconsciente parce qu'effectivement, on ne s'observe pas toujours. On n'en a pas toujours conscience, donc c'est bien de se poser la question et de faire un petit diagnostic ou de se faire un petit diagnostic sur qui on est en tant que recruteur. Est-ce que moi, en tant que recruteur, la première impression peut être un élément de sélection? D'accord? Clairement, la première impression ne correspond pas à un élément de sélection puisque on n'est pas sur l'observation ou la validation de compétences, c'est pas l'observation, c'est la validation de compétences avérées par rapport à un questionnement.
Donc oui, la première impression est peut-être discriminante. Donc posez-vous la question si vous êtes sensible à ça et si effectivement, il ne faut pas que vous puissiez revoir un peu votre position par rapport à cette posture-là. Aussi, est-ce qu'effectivement, je suis sensible à des stéréotypes positifs ou négatifs? Je ne sais pas, par exemple, alors si on prend le physique, évidemment, c'est un élément discriminant, mais quelqu'un qui a une barbe, quelqu'un qui est petit, qui est grand, qui est maigre, qui est fort, bon voilà, est-ce que effectivement j'ai des stéréotypes en tête? Est-ce que je suis sensible à ça? Est-ce que c'est un élément qui peut affecter mon jugement ou orienter effectivement mon appréciation? Vous avez effectivement aussi l'effet de bienveillance et de sévérité, c'est-à-dire que ça, c'est votre posture. Est-ce que lors de l'entretien, moi, j'agis de façon positive ou négative avec le candidat, qui fait qu'effectivement, lui aussi va se synchroniser avec moi. Donc, quelque part, je ne vais pas être objectif, ou en tout cas, je ne vais pas influencer objectivement le candidat pour qu'il me donne l'information dont j'ai besoin. Alors, l'effet le halo, c'est considérer que le candidat est bon sur une dimension, donc il est bon sur toutes les autres. Voilà, vous avez le candidat idéal parce que vous cherchez depuis 6 mois et qu'il a telle et telle compétence, il connaît tel et tel secteur d'activité, telle compétence technique, tel logiciel, telle langue étrangère. Donc, vous vous dites, c'est tellement inespéré que voilà, c'est le bon. Et puis, toutes les autres compétences qui sont finalement nécessaires aussi pour le poste, vous les oubliez parce que celle-ci, pour vous, est prioritaire. Donc, posez-vous aussi la question, effectivement, si vous êtes sensible sur cet élément-là. L'effet de récence, c'est se rappeler plus facilement de la dernière information que le candidat vous a donnée et oublier toutes celles d'avant. Ou se souvenir plutôt du dernier candidat que ceux que j'ai rencontrés il y a 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, et privilégier les candidats récents parce que c'est tout frais dans ma tête. Donc c'est pour ça qu'après, la grille de l'entretien est un support important. L'effet de série. C'est-à-dire être influencé par une appréciation précédente. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu le même type de candidat par rapport à ce CV, donc je les mets dans les mêmes catégories. La régression par rapport à la moyenne. Donc là, effectivement, c'est me dire, voilà, j'ai ma moyenne finalement, au lieu d'être 5 sur 10, au vu des candidats, ma moyenne, elle a tendance à baisser. Donc, effectivement, votre shortlist de candidature et d'appréciation des candidatures et des compétences, elle va être effectivement plutôt en dessous de vos attentes. Est-ce que vous êtes influencé par ça? Et puis, la recherche de consensus. C'est aligner votre avis avec la moyenne. Si vous n'êtes pas le seul à décider, d'être influencé effectivement par rapport à une décision collégiale avec votre N+2, donc effectivement votre N+2, le RH, vous, allez plutôt dans le sens du consensus, qui finalement au fond de vous, vous savez que voilà, c'est peut-être pas la bonne décision. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Donc, l'idée, c'est d'objectiver au maximum votre posture, savoir qui vous êtes pour vous connaître et justement être en alerte par rapport à peut-être aux déviances que vous pourriez avoir, aux pratiques que vous pourriez avoir. Donc, posez-vous des questions, ça peut être intéressant. Alors, je vais revenir peut-être sur la slide précédente, avant qu'on aille sur la partie entretien. Je veux refaire un petit focus là sur la partie étude de poste, l'analyse de poste. C'est hyper important. Avant de commencer un entretien, c'est travailler sur sa fiche de poste. Alors, vous avez sûrement dans vos entreprises une fiche de poste qui est détaillée. Il faut vous appuyer sur cette fiche de poste pour reprendre les compétences et derrière les classifier pour dire quelles sont celles qui sont prioritaires, quelles sont celles qui sont secondaires. Et donc, c'est quoi l'objectif de mon entretien? Qu'est-ce que je vais être amené à poser comme question pour pouvoir valider cette compétence, cette compétence, cette compétence qui sont prioritaires et puis les secondaires. D'accord? Donc, vous allez comme ça vous centrer sur du factuel. Sur effectivement
des faits et non pas des stéréotypes, liés effectivement à votre sensibilité, votre instinct, voilà, des choses qui sont des éléments qui ne sont pas du tout concrets. Si vous voulez effectivement ne pas être discriminant, la fiche de poste et préparer son entretien avec des questions précises liées à cette fiche de poste et aux compétences vous aidera forcément à minimiser peut-être quelques questions qui parfois peuvent être discriminantes. Voilà, donc clairement, c'est cadrer les critères factuellement, prévoir effectivement de les analyser et prévoir vos questions qui valident ces critères-là. Ces critères-là, ces questions-là, alors nous, effectivement, on anime un certain nombre de formations en inter et en intra-entreprise. L'entretien de recrutement, là, c'est une vraie formation en stage, effectivement, que l'on fait pour les RH ou les managers, parce qu'il y a des techniques de questionnement qui permettent de valider un critère de compétence de façon objective, factuelle et concrète. Donc, vous avez différents types de questionnements, voilà, qui sont les questions ouvertes, fermées, qu'on connaît assez facilement, les questions situationnelles, les questions de projection. Voilà, donc ça, ce sont des techniques qu'on peut croiser pour valider un critère sous plusieurs formes, pour s'assurer que la personne répond bien effectivement à ces critères-là. Alors, vous avez différents types de critères. Vous avez les critères de compétences, voilà, ce qu'on appelle les hard skills. Donc voilà, je sais utiliser un logiciel, je maîtrise une langue, je sais faire du dessin effectivement en mécanique, en électricité. Bon voilà, donc ça c'est vraiment le hard skill. Ce qui est finalement peut-être le plus facile pour un opérationnel et un manager de valider, parce que c'est son métier, il est à l'aise, donc il sait effectivement projeter le candidat dans son poste et poser les questions techniques. Après, vous avez les soft skills. Donc là, on est plus sur la personnalité, les valeurs, les motivations du candidat. Donc c'est là où effectivement les questions sont un peu plus subtiles. Mais qui sont nécessaires aussi dans le cadre d'un poste. Ça reste des compétences importantes. Parce que parfois, dans certains profils de poste, on va plus chercher des soft skills que des hard skills. Donc, plutôt des compétences, effectivement, de la personnalité, des aptitudes de personnalité, plutôt que des compétences techniques avérées, parce qu'on sait qu'on va pouvoir le rapporter en interne par la formation, par le tuilage, voilà, et effectivement, que l'entreprise peut le faire. Par contre, la personnalité, les valeurs au travail, les valeurs qui vont correspondre au fonctionnement de l'entreprise et au comportement qui est attendu au sein de l'entreprise, ça, c'est parfois un peu plus complexe en termes de questions à poser et ça peut être effectivement parfois des critères prioritaires dans certains postes. Donc voilà, donc préparez l'entretien avec cette fiche de poste, avec si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être des formations sur comment mener un entretien de recrutement, quel type de questions, quelle posture. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et ça, voilà, ce sont des formations qu'on est amené effectivement à animer avec nos stagiaires, avec nos clients. Voilà, donc des questions liées à la fiche de poste, aux critères. Après, idéalement, vraiment, il faudrait avoir une grille. Il faut que vous ayez une grille d'entretien qui vous permette de valider si oui ou non la personne répond aux critères, on va dire effectivement de façon favorable, moyenne ou défavorable. Ce qui vous permet de façon factuelle, si à un moment donné, vous êtes victime voilà, d'un candidat qui vous emmène au prud'homme pour discrimination, ben vous avez cette grille, c'est factuel, c'est concret. Et pour le coup, vous apportez la preuve. OK ? Voilà. Et cette grille-là, si vous la faites individualiser, vous pouvez après faire des grilles comparatives entre candidats, ce qui permet d'objectiver. C'est très factuel et c'est vraiment effectivement très aidant. Hein ? Alors, on va revenir sur les questions permises, parce que je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a le droit de poser comme question? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de poser comme question? Donc, je vais essayer de vous donner des exemples. Si vous avez
si vous souhaitez communiquer sur le sujet. Je vois qu'il y avait une question qui m'a été posée. Nous faisons passer des tests de personnalité. Alors, qui est-ce qui me pose la question? Je ne vois pas qui. Voilà, nous faisons passer des tests de personnalité à certains candidats seulement après l'entretien, selon la qualité du candidat à l'issue d'un premier entretien. Pouvons-nous procéder ainsi dans la mesure où ce n'est pas inscrit dans le process dans notre process assez succinct? Alors, oui, ça peut être effectivement fait si tant est que vous le communiquez à l'avance à tous les candidats. D'accord? C'est-à-dire que quand vous communiquez, vous contactez un candidat pour prendre un rendez-vous téléphonique, pour confirmer un entretien de recrutement, vous leur dites, ben voilà, je vais vous rencontrer en recrutement. Si tant est effectivement qu'on valide ensemble que le poste que je vous propose correspond effectivement à votre profil et que vos compétences correspondent à ce qu'on cherche, le process d'après, vous ferez l'objet effectivement d'un test de personnalité. Mais vous le dites à tous les candidats. Voilà, comme ça c'est clair, c'est précis. Tout le monde est informé de la même manière. Il n'y a pas d'éléments discriminants où je le dis à certains et pas à d'autres. D'accord? Donc faites comme ça. Au moins comme ça, vous pouvez vous assurer que tout le monde est traité de façon équitable en termes de communication. Ok? Voilà, donc vous pouvez le dire à l'oral, pas besoin effectivement de l'écrire. Après, c'est bien de pouvoir peut-être le valider dans un process écrit interne où vous vous dites, ben voilà, dans notre process de recrutement, voilà effectivement comment on agit nous, et ça fait partie effectivement des process RH qui sont dans le cadre, je sais pas, d'un book qualité ou d'autres process que vous avez en interne dans l'entreprise. Hein, c'est bien de le formaliser, ça serait pas mal. Donc, je vous le conseille. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je vous ai mis une petite grille d'observation, mais enfin, c'était juste pour vous illustrer que sur des critères, là, on est plutôt sur des critères qui sont des hard skills et puis l'adéquation au poste. Mais vous voyez, essayez d'avoir des grilles un peu synthétiques qui, à la fin de l'entretien, vous permettent d'être objectif. Okay. Alors, ce qu'il faut demander, ce qu'il est préférable de ne pas demander, hein, ce qu'il ne faut pas demander. Donc, on va prendre les critères les uns après les autres. Donc, je prends une petite feuille hein, parce que je ne les connais pas tous, les questions. Je vous avais préparé quelques éléments. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce qu'est le critère de l'âge, clairement, on ne peut pas poser la question, on ne peut pas demander l'âge à une personne. Donc, ça, c'est discriminant, c'est interdit. Donc, il faut sortir ça de vos pratiques, clairement. C'est plutôt, là, par rapport à votre poste, c'est quelle expérience professionnelle vous avez sur telle fonction ou vous avez sur telle compétence. C'est ça qui est important, effectivement, de poser comme question. Là, je ne vous apporte pas la compétence. D'accord? Donc, il faut recentrer effectivement votre questionnement sur combien de temps vous avez exercé cette compétence et est-ce que ça correspond effectivement à mon critère. On peut poser la question aussi de la durée des expériences professionnelles. Dans un CV, parfois, vous pouvez le voir, vous avez des années, je ne sais pas, 2015, 2017, mais vous ne savez pas si c'est 1 an, 18 mois, 2 ans. Vous pouvez poser clairement la question, ça, vous pouvez le faire. Donc, pareil, c'est toujours lié au nombre d'années d'expérience et à la compétence. Donc, on oublie effectivement les questions d'âge. Sur l'origine, donc j'imagine que vous le savez tous, on ne peut pas demander effectivement dans quel pays vous êtes né, donc ça, c'est pas possible. Quand est-ce que vous avez obtenu la nationalité française, ça, c'est pas possible. Quelle est votre langue maternelle, ça, c'est pas possible non plus. Voilà, donc il faut proscrire ces questions-là. Après, effectivement, vous pouvez, si vous cherchez une langue étrangère, parce que ça peut être aussi, là, faut vraiment rapporter effectivement à la compétence. Si c'est ça que vous cherchez,
clairement, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé dans un pays anglo-saxon, par exemple? Combien d'années? Est-ce que c'était un environnement franco-anglais ou totalement anglo-saxon? Voilà, vous pouvez poser ce type de questions. Ça peut être aussi sur un poste à l'export, est-ce que vous connaissez le tissu économique de telle région? Si oui, dans quelle expérience vous l'avez exercé? Combien de temps, etc. Donc là, on est vraiment sur du factuel. Hein. Voilà, on peut poser la question de quelle langue vous maîtrisez, hein, bien sûr, ça c'est sûr, mais pas la langue maternelle. Qu'est-ce que ça vous apporte effectivement de savoir quelle est sa langue maternelle? Non, c'est quelle langue vous maîtrisez. Alors après, il pourra vous dire, si spontanément le candidat vous dit, bah, je maîtrise très bien, je ne sais pas le portugais parce que c'est ma langue maternelle, voilà, mais vous ne posez pas la question sur la langue maternelle de façon directe. Okay, sur la vie privée, bon voilà, vous êtes marié, vous avez des enfants, l'âge des enfants, la situation du conjoint, des parents, non, ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas poser ce type de questions. Même chose, comment vous faites garder vos enfants comment vous faites garder vos enfants et quelle est votre disponibilité par rapport aux horaires? Non, ça ne pose pas la question non plus. En tout cas, pas comme ça, clairement pas. Effectivement, poser la question, est-ce que vous adhérez à un syndicat? C'est proscrit également. Pareil, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes pratiquant, etc. Non plus. Il y a aussi une question qu'on peut poser et qui est aussi discriminante si on la pose comme ça, c'est quel loisir vous pratiquez? Alors, c'est pas comme ça qu'il faut la poser. Je vais vous donner après quelques clés. Après, effectivement, ce qu'il faut poser comme question, si je vous donne quelques clés, c'est le côté de la disponibilité horaire. Je sais que ça peut être des questions qui peuvent être importantes par rapport à certains postes sur lesquels vous avez besoin de valider parce qu'il y a des contraintes du poste. Donc, il faut toujours commencer par, ben voilà, le poste, il nécessite une disponibilité horaire le soir ponctuellement parce que nous avons des réunions avec qui commencent à partir de 18h parce qu'effectivement, il y a des décalages horaires avec des membres de l'équipe qui sont à l'étranger. Donc là, vous expliquez, vous dites le contexte. Est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel, voilà, est-ce que ça peut vous convenir effectivement de pouvoir être présent lors de ces réunions qui font partie du process et ce qui est attendu dans le poste. D'accord ? Voilà, si effectivement c'est un poste qui nécessite pas mal de mobilité de déplacement, vous pouvez poser la question, est-ce que vous êtes mobile ? Ça se pose clairement. Si effectivement la compétence demande à avoir des activités, vous voulez effectivement valider, par exemple, la partie activité extra-professionnelle. C'est plutôt quelles compétences vous avez développées dans le cadre de vos activités extra-professionnelles. D'accord ? C'est qu'est-ce que ça vous a apporté comme compétence? C'est pas oui, effectivement, qu'est-ce que vous faites? C'est qu'est-ce que vous avez développé? Qu'est-ce que ça donne comme information sur vos aptitudes, vos compétences, votre savoir-être? C'est ça que vous allez chercher. Donc, posez la question sur quelles compétences ça vous a permis de développer. Voilà, donc je vous ai donné quelques clés. Après, sur la partie état de santé, handicap, bon, clairement, on ne peut pas poser la question en ce sens, sauf si potentiellement c'est noté dans le CV, donc vous pouvez effectivement aborder le sujet, voilà, vous avez noté cela. Voilà, notre poste nécessite, par exemple, de impliquer effectivement des ports de charge importants. Est-ce que, avec des stations debout, donc poser la question toujours par rapport au poste. Le poste nécessite ça, est-ce qu'effectivement cela correspond? Donc
voilà, essayez effectivement toujours de poser ce type de questions par rapport au poste et ramener à ce que vous attendez effectivement du poste et des contraintes du poste. Sur l'apparence physique, je ne sais plus, voilà, il manquait un. L'apparence physique, clairement, on ne peut pas poser des questions sur le poids, la taille, sauf si effectivement dans certains recrutements c'est nécessaire. Je pense par exemple à certains métiers comme les métiers artistiques d'acteurs ou de mannequinat, etc. où ben voilà, on va chercher un homme, une femme, il y a des critères effectivement et maintenant il y a beaucoup plus de souplesse et ils se battent effectivement pour cette discrimination du poids. Mais voilà, il y a des critères qui sont la non-discriminant parce que ça fait partie du métier, hein, et de ce qui est attendu en termes de compétences entre guillemets. Hein. Sur l'apparence physique, si c'est important pour le poste, vous pouvez dire, en raison de nombreux contacts qui sont liés à ce poste implique d'avoir une présentation plutôt soignée. Voilà ce qu'on attend nous dans l'entreprise, c'est plutôt ça, ça, ça. Vous faites passer le message, mais vous n'êtes pas sur le jugement, hein, sur le jugement et l'appréciation discriminante. Ok ? Voilà, donc j'ai essayé de vous donner quelques clés. Clairement, après, on peut approfondir beaucoup plus lors d'une formation, c'est sûr. Là, ce n'est pas l'objet. Hein. Ce qu'il faut faire attention aussi, et je tiens à le préciser, c'est dans le cadre effectivement de sanctions, on peut aller rechercher dans les archives des notes d'entretien qui peuvent être discriminantes. Donc faites attention à ce que vous notez sur vos prises de notes en entretien. Surtout si vous les archivez, si elles sont scannées, si elles sont dématérialisées. Voilà, avec la RGPD, bon voilà, il y a sûrement un process interne qu'il faut que vous validiez avec votre entreprise, mais clairement, il faut faire attention. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, trop vieux, trop jeune, originaire de tel pays, un enfant de 2 ans, est proche de la retraite, est divorcé, tout ça, on n'a pas le droit de le noter effectivement sur ces prises de notes. Un strabisme, bégaye, je ne sais pas, voilà, tout ça, c'est clairement proscrit. Sans le tabac, voilà, sans l'alcool, un look BCBG, voilà, tout ça, on ne peut pas le mettre sur les notes hein, que vous prenez lors d'un entretien. Les mentions religieuses, etc., politiques, vous n'avez pas le droit. Donc effectivement, restez sur du factuel par rapport aux compétences hein, que vous allez évaluer. Donc ça va être surdimensionné, sous-dimensionné par exemple. Hein, des prétentions de salaire, la disponibilité à compter d'eux, est intéressé par le poste pour tel et tel critère. Voilà, les déplacements, le port de charge, voilà par exemple, effectivement, vous pouvez le noter. Voilà, si effectivement il y a un handicap, mettez plutôt dans vos prises de notes les aménagements qui sont nécessaires hein, pour la prise de poste et pour le bien de la personne. Vous pouvez également, dans un CV, vous pouvez avoir des accidents de parcours hein, ou des personnes qui effectivement à un moment donné ont des trous dans leur CV. Donc mettez pas raison médicale, non, mettez pas effectivement la maladie. Mais mettez plutôt interruption de CV due pour des raisons personnelles. Voilà, soyez neutre, hein, soyez neutre, c'est important. Bon, voilà, donc ça vous donne effectivement quelques clés par rapport à ce qu'il faut retranscrire ou pas retranscrire, mais je voulais plutôt vous alerter sur le sujet. Hein. Voilà, donc en conclusion, parce que je vois que le temps passe, on a mis un petit peu plus de temps que prévu donc, pour répondre aux questions derrière. En conclusion, clairement, tous les acteurs dans le process de recrutement doivent être, je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe, voilà, tous les acteurs intégrés dans le process de recrutement sont responsables effectivement d'appliquer la loi et doivent être formés. Donc soyez vigilants à cela. La non-discrimination fait partie intégrante de la marque employeur, donc ne le voyez pas comme effectivement quelque chose qui cadre, qui vous enferme, mais plutôt comme quelque chose de valorisant, qui peut aussi vous permettre de sortir effectivement de stéréotypes de candidats, du copier-coller, qui peut apporter aussi à l'entreprise une diversité très intéressante. Voilà, donc voyez-le comme quelque chose de positif.
Et c'est un process continu. Continu, il faut toujours se remettre en cause, toujours réfléchir à mon process, est-ce qu'il n'a pas dévié, est-ce il faut le formaliser, voilà, donc posez-vous également ce type de questions. Et puis ne pas négliger aussi les anciens candidats qui ont suivi votre process de recrutement et les faire parler peut-être pour améliorer également le process. Voilà, donc j'en ai fini. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce que nous pouvons vous apporter, ou voilà, si vous souhaitez prendre contact avec moi, donc vous avez le site activeforce.com. Nous avons des formations recrutement, pas que, hein, voilà, nous faisons du management, développement personnel, etc. Mais je vous ai mis les formations qui sont plutôt liées au recrutement, puisque c'est l'objet du webinaire, sur la non-discrimination et perfectionner ces techniques de recrutement et d'évaluation. Voilà, bah, écoutez, j'en ai fini. Ah oui, il y a aussi recrutement, le e-recrutement et les réseaux sociaux. J'en ai fini. Je voulais remercier effectivement les participants qui étaient présents à m'écouter. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réflexion et quelques éclairages. Je vous souhaite à tous… Alors, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Hein, on peut prendre 2-3 minutes. Mais je ne vois pas effectivement d'autres questions arrivant sur le chat. Je regarde quand même. Voilà, donc il n'y a pas effectivement d'autres questions. Donc si c'est clair pour vous, bah, tant mieux. Je vous souhaite bonne continuation à tous et puis bonne réflexion sur vos process. Et puis peut-être à bientôt, effectivement, puisque ActiveForce animera d'autres webinaires d'ici, effectivement, les mois qui viennent. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.